Le mois de l'économie sociale et solidaire s'achève, la semaine de la finance solidaire aussi, et forcément on se demande où va l'argent qu'on dépose sur son compte en banque quand on a la chance d'avoir un petit peu d'économie. Et comme le groupe Caisse d'Épargne vient d'annoncer qu'il allait consacrer 1 milliard d'euros à l'économie sociale et solidaire en 2024, évidemment ça fait l'actualité. Alors bienvenue dans ESS News le live, c'est l'émission de Mediatico qui parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire, avec notre invité du jour. Bonjour, Marie Leclerc-Bruand. Vous êtes responsable du marché économie sociale et solidaire chez Caisse d'Épargne. Et les acteurs de l'ESS vous connaissent bien parce qu'on vous voit beaucoup dans les événements de l'économie sociale et solidaire. Donc on va parler ensemble de finances solidaires, de besoins de financement des acteurs de la solidarité. On va parler aussi ensemble de ce milliard d'euros que le groupe Caisse d'Épargne va consacrer à l'ESS l'année prochaine. C'est l'actu et c'est tout de suite dans ESS News le live. Marie Leclerc-Bruand, 1 milliard d'euros que Caisse d'Épargne va consacrer à l'économie sociale et solidaire en 2024, c'est 50 fois plus que le budget de l'État, que le budget que l'État consacre à l'ESS, 20 millions d'euros. Ça, c'est le budget d'Olivier Grégoire pour l'ESS. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce milliard d'euros? Est-ce que c'est de la philanthropie, des subventions, de l'investissement? Expliquez-nous un petit peu. Alors 1 milliard d'euros, c'est effectivement un engagement significatif pour accompagner nos 20 000 clients de l'économie sociale et solidaire. Vous avez 20 000 clients 20 000 clients, tout sur à tout fait. Le territoire sur français. Tout le territoire français, effectivement, donc dans le périmètre de l'ESS. Et le projet, c'est de les accompagner dans le quotidien pour mettre en œuvre leurs projets, leurs besoins, répondre à leurs besoins. Et donc ce milliard d'euros, oui, ça va être... 1 milliard, on a de quoi accompagner quand même. Oui, hein. bah... Bon. Tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup? Alors, c'est surtout, effectivement, du crédit et du prêt moyen-long terme pour répondre à leurs besoins. Alors, par exemple, quand on pense à l'ESS, on pense évidemment à un secteur emblématique comme celui du médico-social santé. Donc, c'est des acteurs qui accueillent leurs bénéficiaires dans des locaux. Donc, l'immobilier, c'est un peu leur outil de travail. Donc, bien sûr, aujourd'hui, des enjeux de réhabilitation de ce patrimoine immobilier. Beaucoup d'enjeux aussi d'équipement pour ces acteurs. Et ça, c'est des activités qui sont gourmandes en capital, en financement. Tout à fait, exactement. Il y a d'autres secteurs importants que le médico-social auxquels vous pensez en particulier? Alors, on peut penser par exemple à tout le champ de l'éducation, formation. On va soutenir tant des écoles privées, mais aussi des grandes écoles. On est très fiers par exemple d'accompagner la Cato de Lille, l'ESSEC, l'EDEC. On pense aussi à tout le champ de l'insertion par l'activité économique. Et puis les entreprises sociales ou start-up sociales qui sont en train de se développer aussi. Voilà, j'essaye de comprendre. 1 milliard d'euros, c'est un super coup marketing. On a compris le communiqué de presse, on se dit ouais, ok, on va inviter Caisse d'Épargne chez Mediatico, on va parler du milliard. C'est plus, c'est moins que l'an dernier? C'est beaucoup plus que l'an dernier? Alors, si on parle de cette année 2023, pour être totalement transparent, nous cette année, je pense qu'on va avoir un atterrissage à fin d'année à 800 millions d'euros. Donc oui, 1 milliard. C'est ambitieux. Donc vous faites plus 25% l'année prochaine. C'est l'objectif en tous les cas. Oui, enfin, en tout cas, exactement, c'est l'objectif. Alors, sachant que cette année, ce qu'on constate, c'est que finalement, on a eu presque autant de demandes de crédit, mais surtout des crédits de montants un peu moins importants. C'est vrai qu'on se rend compte que nos clients de l'économie sociale, ils subissent aussi eux-mêmes l'augmentation des coûts des énergies. Leurs projets, notamment de immobilier, qui lui aussi augmentent. Donc peut-être qu'ils vont reporter certains projets. Donc c'est ce qu'on a constaté en 2023. Et donc on est très ambitieux pour 2024. Alors, vous parlez de crédit. On ne parle pas de philanthropie, on ne parle pas de subvention. Je sais que dans les caisses d'épargne, il y a des appels à projets. Signalez-nous une association près de chez vous que vous auriez envie de soutenir pour qu'il concourt au prix de votre caisse régionale, etc. Ça rentre dans cette enveloppe d'1 milliard ou pas? Alors, bien sûr, tout à fait. Et les caisses d'épargne, c'est encore un des premiers mécènes de France. C'est un mécène de premier plan dans les territoires, donc au niveau local, au niveau rural, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc chaque année, les caisses d'épargne s'engagent à hauteur autour de 25 à 30 millions d'euros sur des projets de mécénat. C'est à peu près 1000 projets qui sont soutenus chaque année. Donc c'est totalement complémentaire du financement par l'intermédiaire du crédit, mais aussi potentiellement de besoins de trésorerie aussi que nos clients peuvent aussi avoir. Alors, on passe de 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros pour l'année prochaine. C'est donc l'intention que vous affichez. Quel est le périmètre de l'ESS que vous ciblez ?
Alors notre périmètre, c'est très D'ailleurs, simple. je note que dans l'intitulé de vos fonctions, Oui. l'ESS chez vous, c'est un marché. Vous êtes responsable du marché de l'économie sociale et Oui, solidaire. alors ça, c'est peut-être effectivement un terme que l'on a, un terme bancaire qui est interne. Nous, on a plusieurs typologies de clientèle que l'on accompagne en termes de personnes morales. On peut aussi être très fier d'être la première banque du logement social, une banque majeure du secteur public et d'une banque aussi des collectivités territoriales. On a aussi les personnes protégées, donc les personnes sous tutelle et curatelle. On est aussi leur première banque. Donc en interne, on peut parler de marché, mais on peut parler de clientèle. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on est très transverse en fait sur les territoires. On connaît les territoires parce que finalement, on va traiter dans la transversalité, la pluralité de ces acteurs et c'est ça qui va faire qu'on ait une banque aussi très différente, une banque régionale et ça va faire une certaine valeur ajoutée aussi. Alors vous avez parlé tout à l'heure du secteur médico-social. Donc à nouveau, pour comprendre la cible que vous visez avec ce milliard, donc il y a les établissements de santé, très bien. Est-ce que ça concerne aussi les mutuelles ? Bien les coopératives, alors je sors du médico-social, mais est-ce que vous allez cibler également les différentes familles par structure, par statut de l'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, les mutuelles, les associations, les start-up ESUS? Alors pour revenir à notre périmètre en fait sur notre activité, c'est très simple en fait. Nous on trouve que la loi de 2014 sur l'ESS elle est très bien faite. L'article 1er définit ce qu'est l'ESS et donc nous on s'y conforme. Donc on va s'adresser à l'ensemble des personnes morales qui sont caractérisées par l'économie sociale et solidaire dans ce premier article. Donc on pense aux associations, on pense aux fondations, on pense bien sûr aux mutuelles, aux coopératives et également aux entreprises sociales de type ESUS ou pas forcément parce qu'on va surtout s'attacher à la dimension de non-lucrativité, d'impact de projet, de partage de la valeur en fait. Alors pour passer de 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros de financement de l'ESS l'année prochaine, vous ajoutez 200 millions d'euros. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que vous ressentez les besoins sur le terrain? Est-ce qu'on a frappé à votre porte pour vous dire hey, on est 20 acteurs, on a tous besoin de 10 millions d'euros, ça fait 200 et il faut que vous nous aidiez? Alors, je vous pose la question parce que du côté du gouvernement, mais du côté de BPI France aussi, on entend dire régulièrement « nous, on veut bien faire plus pour l'ESS, mais les projets ne sont pas là ». Donc, est-ce que les projets sont là aujourd'hui ? Alors, les projets, ils sont là, on les voit. Maintenant, effectivement, il y a un enjeu de les accompagner au mieux, de les financer au mieux. Et ça, c'est aussi ce que nous, on doit réussir à mobiliser. Je pense notamment aux enjeux de transition écologique. Alors, un engagement aussi des caisses d'épargne, c'est de réaliser des entretiens sur toute la dimension extra-financière de leur clientèle. On est en train de généraliser ça à tous nos clients personnes morales, et donc notamment à l'économie sociale et solidaire. Donc pour pouvoir mesurer un petit peu quel est leur degré d'appétence, de compréhension et d'urgence aussi par rapport à ces enjeux de transition. Donc nous, on sent que les besoins sont là et ensuite, on va aussi être en capacité de mettre à la disposition de nos clients des experts, donc des experts notamment du groupe en termes d'immobilier ou en termes aussi de transition écologique pour être en capacité de dimensionner les projets, mais aussi peut-être de mobiliser un certain nombre de subventions, d'aides complémentaires pour leur donner la capacité de cette transformation écologique. Alors, dans vos fonctions à vous, Marie Leclerc-Bruand, vous êtes donc responsable du marché de l'économie sociale et solidaire et vous travaillez essentiellement avec des associations employeuses. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu quel est l'état des associations employeuses en cette fin 2023. On a traversé le Covid, il y a eu des prêts garantis par l'État qui ont été versés par les banques, des prêts garantis par l'État, donc en fait le risque de la banque, il est pas très important. Mais on entend dire aussi qu'il y a beaucoup de commerces aujourd'hui, d'entreprises et sans doute d'acteurs de l'ESS qui peinent à rembourser leur PGE aujourd'hui, fin 2023. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre clientèle, en fait ? Alors, je crois qu'il faut d'abord souligner la résilience tout de même des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elles ont été aussi en première ligne pendant le Covid et aujourd'hui elles le restent dans une période de tension en termes social, économique dans notre pays. Globalement, effectivement, il y a eu toute une ambition d'accompagner ces acteurs pendant la crise Covid. Et ça a été une énorme mobilisation aussi, notamment du réseau des caisses d'épargne. Je voudrais le souligner parce que nous, aujourd'hui, on est à peu près à 430 millions d'euros de PGE décaissés.
Donc c'est massif et aujourd'hui effectivement arrive cet enjeu du remboursement. Nous globalement ça se passe pas mal, c'est ce que nous disent en tout cas nos chargés d'affaires ils sont 140 dans les différents territoires. Ça se passe pas mal, même si, il faut le dire aussi, il y avait un certain nombre d'acteurs, notamment, je pense au médico-social, qui étaient des acteurs qui avaient un certain nombre de ressources et aussi de réserves, et qui, quand même, accusent le choc de la crise économique. Comme je le disais, il y a les enjeux d'inflation, forcément, qui sont touchés par le prix de l'énergie. On a eu aussi un certain nombre de négociations salariales pour revaloriser les salaires du métier du care, mais avec aujourd'hui un temps en fait entre ces engagements de revalorisation des salaires et le temps avec lesquels les autorités de tutelle vont répercuter ces augmentations. Donc transitoirement, on se rend compte que c'est compliqué pour un certain nombre des acteurs. On discute beaucoup avec un certain nombre de fédérations partenaires. J'étais la semaine dernière au congrès de la FEAP. On a accueilli Nexem dans une de nos réunions il n'y a pas si longtemps. Donc on travaille avec eux vraiment pour se dire comment accompagner au plus près leurs membres qui sont aussi nos clients. Quel est le taux de non-remboursement des PGE aujourd'hui parmi votre Aujourd'hui, il est extrêmement faible. Extrêmement faible, donc ça va encore pas trop mal dans les structures de l'ESS. Alors, les associations, elles représentent 80% à peu près des structures de l'économie sociale et solidaire, sauf qu'elles ont un statut fiscal un peu particulier qui, en général, les empêche de recourir à des financements classiques, comme peuvent le faire des entreprises. Quels sont les outils de financement que vous, à la Caisse d'épargne, vous proposez aux associations? Est-ce qu'il y a des outils un peu différents auxquels on ne pense pas forcément? Et là, on pourrait se dire, en fait, je vais aller voir ma banque, peut-être la Caisse d'épargne si c'est ma banque, et je vais solliciter un instrument dont j'entends un peu jamais parler, mais en fait, il existe. Alors déjà, je pense que se dire que quand même le crédit est accessible aux associations, c'est quand même... ça fait peur. Ah mais en fait, parce qu'on le rembourse avec intérêt. Oui, enfin après les taux d'intérêt, ça change un petit peu, mais globalement, on est très attentif justement à la capacité de nos clients à rembourser leur crédit. Donc si on fait un crédit, c'est qu'on pense qu'il y a un modèle économique derrière qui va pouvoir le soutenir. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre quand on est une banque experte de l'ESS, c'est d'être un expert notamment de chaque typologie sectorielle, de comprendre qu'une structure du médico-social ne va pas être financée comme une structure de la culture ou de la formation. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris ce modèle économique, d'adapter effectivement les modalités de financement à la spécificité du porteur de projet, de son projet, du moment de son évolution, parce qu'on peut aussi avoir des associations aujourd'hui qui sont en phase de croissance et de changement d'échelle, il faut les accompagner. Alors après, au-delà du crédit, on peut penser à des outils comme le mécénat. On en a parlé, je pense qu'il faut quand même le redire, qu'on est des acteurs sur ce point-là. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre du titre associatif qu'on peut mobiliser. Au niveau du groupe, on a une certaine expertise là-dessus. C'est quoi le titre associatif? On en entend parler de temps en temps. C'est des outils de financement qui vont être émis pour permettre de renforcer en fait les fonds propres en quelque part de l'association. Donc c'est du quasi-capital. Oui, exactement. Donc c'est comme si dans une entreprise, on fait rentrer la banque au capital, sauf que l'association n'a pas de capital. Donc on a dû inventer un dispositif qui s'appelle le titre associatif. Exact. Et on a même créé des fonds communs de placement pour porter aussi un certain nombre de titres associatifs. Et c'est tout le rôle de l'épargne solidaire, en fait, d'être pionnière dans ce domaine. Et les caisses d'épargne, elles, notamment, ont été pionnières dans ce domaine. Alors, les caisses d'épargne, les caisses d'épargne, bien sûr. La finance solidaire, je voulais dire, dont les chiffres de croissance sont à 2 chiffres quasiment tous les ans. Donc, c'est impressionnant, la croissance de l'épargne solidaire en France. Cette épargne solidaire, elle est portée, le plaidoyer en tous les cas est porté par une association qui s'appelle FAIR, qui s'appelait précédemment Finansol, qui décerne toujours le label Finansol. Finansol, ça reste juste le nom du label aujourd'hui. Et FAIR s'élargit depuis à peu près 2 ans maintenant à la finance d'impact, à la notion d'impact qui irrigue maintenant énormément de circuits économiques. Et donc ça va au-delà du champ social et solidaire. Est-ce que cette stratégie, vous vous y retrouvez ou est-ce que, comme chez certains acteurs de l'ESS, ça vous inquiète un petit peu, cet élargissement vers l'impact ?
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que les caisses d'épargne, elles sont membres fondateurs justement du label Finansol, qui est vraiment justement, qui a permis alors de rejoindre avec l'Impact Invest Lab et qui a créé FAIR en fait. Donc ça ne vous inquiète pas? Non, alors du coup, ce qui est quand même important, c'est de se dire qu'évidemment, il y a ce monde de la finance à impact qui bouge beaucoup, qui est assez protéiforme. Et clairement, la question aujourd'hui qui se pose aux acteurs de la finance solidaire, c'est de continuer à être leader, à être particulièrement exigeant dans les fonds qu'ils proposent, des exigences en termes de transparence, et aussi des exigences en termes de mesures d'impact. Donc nous, on pense qu'on peut aussi s'aligner avec les meilleurs standards de l'écosystème de la finance à impact, mais tout en étant très fort et sur nos fondamentaux, qui sont du coup une finance solidaire, c'est-à-dire qui va être investie notamment donc en haut de bilan chez ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au-delà du milliard d'euros dont on parle depuis le début de cette émission, c'est quoi les chiffres clés de caisse d'épargne en matière d'épargne solidaire? Alors, en matière d'épargne solidaire, moi je pense surtout à Mirova, qui est un acteur alors, du groupe BPCE. Alors sur la finance solidaire, du coup, on n'est peut-être pas que sur l'épargne. Du coup, voilà, exactement. Ouais. Donc Mirova, je préfère citer un certain nombre de fonds assez emblématiques. Je pense au fonds Insertion Emploi, qui existe depuis plus de 20 ans et qui, justement, allie le soutien, l'investissement dans une entreprise qui crée de l'emploi en France et l'investissement en haut de bilan chez des acteurs de l'ESS, grâce aussi au partenariat que l'on a avec France Active. Et donc ce fonds Insertion Emploi, aujourd'hui, c'est 900 millions d'euros d'encours. D'accord. Et enfin, dernière question, Marie Leclerc-Bruyon. Si je suis une association et que j'ai besoin d'ouvrir un compte parce que je viens de créer mon association ou parce que je veux changer de banque, pourquoi est-ce que j'irai à la caisse d'épargne? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelles sont les valeurs que vous avez envie de promouvoir pour me convaincre de venir chez vous? Je dirais que déjà, la première chose, c'est que la Caisse d'épargne, c'est une banque de l'économie sociale. On est partie prenante de cet écosystème. On est des banques dont le capital est détenu par nos clients sociétaires. Ils sont 4,3 millions. On est aussi des banques régionales. Donc, on est des banques de proximité qui vont investir dans le développement du territoire. Et un engagement qu'on prend en termes de finances responsables, c'est que chaque euro finalement collecté auprès d'un client dans un territoire, et cette épargne, elle va être tout de suite réinvestie sur des projets de développement du territoire, notamment des projets de l'économie sociale et solidaire. Et puis peut-être le dernier argument, c'est de dire que les caisses d'épargne, elles sont finalement pionnières dans les transitions. Si on fait un petit peu d'histoire, la Caisse d'épargne, elle a été créée il y a 200 ans comme une institution philanthropique qui s'est dit le livret d'épargne va nous permettre de lutter contre la pauvreté. Donc on était bien dans l'innovation sociale, on a bien cet ADN de l'innovation sociale qu'on partage totalement avec les entreprises de l'ESS. L'engagement ensuite s'est développé dans différents champs de la société. Je pense que peut-être aujourd'hui citer aussi une association qui s'appelle Finance et Pédagogie, qui fait de l'éducation financière, tout ce qu'on fait dans le domaine du microcrédit. Et peut-être qu'aujourd'hui, se dire que finalement les enjeux de transition écologique, c'est être fidèle à cet ADN d'innovation sociale et continuer à réinventer notre engagement par rapport aux défis climatiques. Merci beaucoup, Marie Leclerc-Bruyon, d'avoir été notre invitée dans ESS News le live. On vous dit à bientôt. Et puis, quant à vous, je vous dis à bientôt aussi pour une autre émission sur Mediatico la semaine prochaine.